Voilà. Alors on peut se... Voilà. Philippe, fais-le. Voilà. Merci, merci. Bien, mesdames, messieurs. Ladies and gentlemen, I brought together my German, British, Italian, and American counterparts, as well as the High Representative of the European Union, to talk about different crises. The first one that we talked about is quite obviously Syria, the crisis in Syria, which is a conflict that next Tuesday will be completing its 5th year of existence and deadly existence. Now, inter-Syrian negotiations should resume tomorrow, and they will be very difficult. But together, we would like to restate the support we want to give to the moderate opposition. The moderate opposition has decided to attend the Geneva talks and to sit around the table of negotiations. We have agreed that in order to guarantee the credibility of said negotiations, that the truce must be fully complied with, and that humanitarian aid should be delivered freely and unencumbered. We have noticed that progress has been made in the field, but it still needs to be increased. And as for the monitoring mechanisms that are absolutely necessary to check on it, they need to be reinforced as well. We have reminded ourselves of the emergency there is to set up a real political transition in the framework of the calendar set by Resolution 2254 of the UN. And this is what will be at the heart of the negotiations in Geneva. Confirmer l'approbation du gouvernement de M. Sarraj par la majorité des parlementaires libyens. Elle a également appelé à l'installation rapide du gouvernement à Tripoli et à sa prise de contrôle des institutions économiques et financières. La France et l'ensemble de ses partenaires qui sont réunis aujourd'hui font confiance à M. Sarraj pour diriger ce gouvernement qu'il a formé, mais qui va faire face à de très nombreux défis politiques, mais aussi humanitaires et sécuritaires, auxquels la Libye est confrontée. Nous nous tenons prêts à lui apporter notre plein soutien. Nous continuerons également de soutenir la mission d'appui des Nations Unies en Libye. Nous travaillons déjà à cela avec l'Union européenne et avec les États-Unis pour adopter rapidement aussi des sanctions, si cela s'avère nécessaire, à l'encontre de ceux qui, dans les deux camps, empêchent l'entrée en fonction de gouvernements légitimes. Il n'est pas acceptable que quelques individus prennent en otage l'ensemble du peuple libyen afin que la situation sécuritaire se dégrade, alors que la situation sécuritaire se dégrade et que la menace terroriste s'aggrave, comme nous l'avons malheureusement constaté la semaine dernière avec l'attaque de Ben Guerdane en Tunisie lundi dernier. Le retour de la paix et de l'état de droit est une nécessité, mais aussi une urgence pour le peuple syrien, mais c'est vrai aussi pour les pays voisins, mais c'est vrai aussi pour l'Europe, et donc nous devons tout œuvrer pour lutter pour une Libye stable, mais aussi une Libye qui affronte ses propres problèmes et qui nous aide aussi à lutter contre la progression de Daesh. Nous avons d'ailleurs adopté un texte aujourd'hui, une déclaration de la Libye qui sera publiée après cette rencontre. Nous avons abordé également la situation au Yémen. Nous sommes très frappés et inquiets par la situation humanitaire dans ce pays.
Et nous pensons que seule une reprise des pourparlers entre les partis yéménites et la solution politique qui en débouchera permettront de mettre fin aux hostilités et de répondre à cette terrible crise humanitaire. Cette solution devra s'appuyer là aussi sur la pleine mise en œuvre de la résolution 2216 du Conseil de sécurité, mais aussi sur l'initiative de paix des pays du Golfe et les résultats de la conférence du dialogue national. Nous avons réaffirmé notre plein soutien aux efforts de l'envoyé spécial du secrétariat général des Nations Unies en ce sens. Nous avons aussi évoqué la situation en Ukraine. Frank-Walter et moi-même nous étions rendus à La Réunion dans le cadre du format Normandie qui s'est tenu ici même le 3 mars dernier. La situation sur le terrain est difficile, il ne faut pas se le cacher là non plus, avec des violations qui continuent du cessez-le-feu. Il y a un cadre qui est celui de Minsk, des accords de Minsk. Et la dynamique de Minsk n'est pas enclenchée comme elle devrait l'être. Nous préférons le dire franchement. Et c'est pourquoi nous appelons les partis à prendre toutes leurs responsabilités. La Russie, qui doit faire pression sur les séparatistes pour un cessez-le-feu effectif, mais aussi le gouvernement de Kiev, qui doit mettre en œuvre le volet politique des accords, avec notamment l'adoption de la loi électorale permettant la tenue le plus rapidement possible des élections dans le Donbass. Enfin, j'ai présenté à mes collègues la proposition française d'une initiative pour relancer le processus de paix au Proche-Orient. Le conflit israélo-palestinien demeure, mais nous constatons qu'il s'aggrave et que le statu quo ne peut pas durer. J'ai évoqué avec mes homologues les entretiens que j'ai eus à ce sujet avec les partenaires arabes, notamment lors de ma visite au Caire. J'ai rencontré les responsables de la Ligue arabe qui ont apporté un soutien à l'initiative de paix. Demain, je ferai de même, sous votre présidence, Federica, auprès de l'ensemble des ministres européens des Affaires étrangères réunis à Bruxelles. Mon envoyé spécial, l'ambassadeur Pierre Vimont, est aujourd'hui au Proche-Orient pour poursuivre les consultations, expliquer le sens de notre démarche, la méthode que nous proposons, et il sera également à Washington la semaine prochaine. Ce que nous pensons tous, c'est qu'il faut sortir de l'enlisement, mais aussi créer au plus vite les conditions d'une reprise de négociation. Il est donc urgent d'agir et de relancer aussi une dynamique d'espoir dans cette région qui en a bien besoin. Je vous remercie. John, vous avez la parole. Merci beaucoup. Good afternoon, everybody. D'être à Paris. Tout d'abord, j'aimerais remercier le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, pour son accueil chaleureux. J'ai eu le plaisir de connaître Jean-Marc lorsqu'il était Premier ministre et je suis heureux d'avoir l'occasion à ce moment de travailler étroitement avec lui dans un tel moment historique. Je souhaite remercier tous nos collègues qui sont venus ici, à Paris, aujourd'hui. Le ministre Hammond, M. Steinmeier, Paolo Gentiloni de l'Italie et bien sûr la représentante, Mme Federica Mogherini. Il est inhabituel de se rencontrer un dimanche matin. Cependant, tout le monde a réalisé cet effort aujourd'hui parce que nous sommes tous conscients des crises auxquelles nous sommes affrontés de manière simultanée. Et vous venez d'entendre l'exposé de Jean-Marc. Il nous a parlé de divers endroits, il a cité divers pays qui représentent aussi d'énormes défis pour nous tous dans le monde, la Libye, le Yémen, la Syrie, le processus de paix au Moyen-Orient. Daesh et sa campagne maléfique se sont prolongés bien au-delà de l'Irak et de la Syrie. Et nous tous, nous sommes réunis, unis, dans notre foi profonde que la guerre civile syrienne doit prendre fin. Malgré toutes les difficultés, malgré toutes les
prédiction inverse. Nous avons réussi à maintenir depuis 15 jours maintenant une cessation des hostilités, laquelle, nous l'admettons tous, connaît des tensions ici et là. Cependant, nous avons réussi à produire une réduction à hauteur de 80 à 90% des niveaux de violence. Et nous sommes tout à fait conscients du nombre record de migrants qui cherchent refuge non seulement au Moyen-Orient, mais maintenant ils arrivent en Europe et cela représente bien sûr des défis. Nous croyons que la communauté transatlantique est forte. Non, parce qu'elle a été exempte de tragédies et de difficultés. Non, l'histoire nous le prouve. Mais nous sommes forts parce que nous sommes résilients. Et par-dessus tout, nous partageons des valeurs communes, une vision commune de ce que nous souhaitons accomplir ensemble. Nous sommes forts parce que nous avons des convictions fondamentales qui nous unissent. Et c'est justement de cet état d'esprit que nous sommes réunis ce matin afin de nous consulter, de partager nos réflexions tous ensemble quant à notre approche de ces divers défis et ce que nous pensons être en mesure de faire pour renforcer nos propres efforts pour produire des résultats. Bien sûr, au cours des mois à venir, nous avons fait le point de la situation en Ukraine, comme l'a dit Jean-Marc, et notre engagement global vis-à-vis de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de ce pays demeure, et nous saluons la présidence allemande de l'OSCE à mesure que nous cherchons à mettre en œuvre un véritable et c'est le feu pérenne, et nous sommes également reconnaissants du leadership de la France et de l'Allemagne qui gèrent le processus de Minsk. Et nous sommes tous prêts à appuyer ce processus et sa mise en œuvre intégrale. Mais aujourd'hui, la Russie est confrontée à un choix entre la poursuite de sanctions dommageables pour le pays ou bien être tout à fait à la hauteur de ses obligations au titre de Minsk. Et je pense que Moscou est tout à fait conscient de ce qui doit être fait et notre message aujourd'hui est un message d'unité. Nous sommes unis dans notre détermination pour appuyer l'Ukraine, pour protéger sa souveraineté et son intégrité territoriale, tout en même temps nous disons aux Russes, vous avez la possibilité de travailler avec nous pour véritablement mettre Minsk en œuvre et pour concourir à la stabilisation de la région. Comme Jean-Marc l'a aussi dit, nous avons également discuté de la Syrie. Nous soutenons tous les efforts de l'envoyé spécial de l'ONU et nous avons hâte que les discussions reprennent à Genève lundi. Et personne ici présent ne comprend pas à quel point cette situation est difficile. Par exemple, les commentaires d'hier par le ministre syrien des Affaires étrangères, qui a essayé clairement de perturber le processus. Clairement, il s'agissait d'une tentative de communiquer un message de dissuasion auprès des autres. Cependant, il demeure que ces parrains les plus forts, l'Iran et la Russie, ces deux pays ont adopté au niveau de l'ONU une résolution de soutien et dans le cadre des communiqués de Vienne et des communiqués de Munich, ces deux pays ont adopté une approche laquelle impose une transition politique et un processus qui doit déboucher sur des élections présidentielles à un moment donné. Bien, le processus diplomatique qui a été lancé par le groupe international de soutien pour la Syrie nous a permis d'évoluer sur deux dossiers critiques. J'ai déjà parlé d'un dossier, la réduction de la violence. Mais grâce à cela, il a été possible de fournir de l'aide d'urgence auprès de communautés en Syrie. Certaines de ces communautés n'ont pas vu d'aide depuis des années. Plus de 300 camions ont maintenant apporté de l'aide à au moins 150 000 personnes, environ un tiers des quelques millions de personnes qui vivent dans des zones reculées, assiégées. Et malgré ce progrès, nous demeurons tous profondément préoccupés par la pratique du régime Assad qui
empêche ces fournitures médicales nécessaires d'arriver dans ces zones, et surtout les kits chirurgicaux, lesquels représentent des décisions de vie et de mort pour ces personnes. Nous allons continuer de coopérer avec l'ONU pour permettre l'accès et que l'accès humanitaire soit disponible rapidement à Ghouta Est, à Daraya, à Deir ez-Zor et dans le pays tout entier. Deuxièmement, nous avons établi un processus pour une cessation des hostilités il y a 15 jours. Et nous prenons très au sérieux. Tous ici, nous sommes membres de la Task Force, nous travaillons à Genève afin de mettre ceci en œuvre. Et au quotidien, nous travaillons sur l'examen de toute allégation de violation et nous œuvrons pour essayer de défaire tout ce qui pourrait se passer, qui pourrait menacer ce processus. Cependant, ce qui compte, c'est que la violence globale a connu une très forte réduction. Les gens ont réussi à sortir de chez eux et manifester. Les gens sont de retour dans les cafés et cela était impensable il y a à peine 15 jours. La task force du groupe de soutien va continuer de se réunir régulièrement afin de promouvoir un respect intégral. Tout le monde sait ce qui doit se passer. Les bombardements aériens de la part du régime et les attaques de mortiers contre les participants, les personnes qui ont adhéré à la cessation des hostilités, eh bien, sachez que ces bombardements doivent cesser. Et toutes les parties doivent respecter la cessation des hostilités. Elles doivent toutes coopérer avec la fourniture de l'aide humanitaire et elles doivent toutes appuyer de véritables négociations visant à une transition politique pilotée par la Syrie en conformité avec le communiqué de Genève de 2012 et la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l'ONU. Sur la durée, les violations ponctuelle risque de saper ce qui a été la première période soutenue de réduction de la violence en Syrie depuis de nombreuses années. Et nous vous demandons à vous tous, les membres de la presse, des médias et dans le monde entier, d'examiner de très près pour savoir qui est responsable de ces violations. Si le régime et ses parrains pensent que nous pouvons réduire la conformité dans certains domaines ou agir de manière qui doute de leur engagement vis-à-vis de la cessation, et cela sans de conséquences graves par rapport au progrès que nous avons réalisé, eh bien, ils se trompent profondément. Le peuple syrien soutient intégralement la cessation des hostilités parce que cela a permis d'améliorer leur vie. Et à ce jour, le plus grand violateur, suite aux allégations, c'est le régime Assad. Par conséquent, nous estimons que si nous ne souhaitons pas revenir ici l'année prochaine ou l'année d'après, confrontés à un Moyen-Orient doté de plus de réfugiés, avec beaucoup plus de morts et de personnes déplacées, avec beaucoup plus de souffrance et d'érosion de l'espoir, il est par conséquent fondamental que les gens fassent preuve de leadership et effectivement respectent la cessation des hostilités. À long terme, le seul moyen effectivement de mettre fin à cette crise des réfugiés, c'est de mettre fin à la guerre civile en Syrie. Et c'est notamment une des raisons pour lesquelles il nous appartient de trouver le meilleur moyen de détruire Daesh. Les événements récents, ici à Paris, ont bien sûr renforcé notre détermination universelle quant au démantèlement de cette organisation barbare. La coalition mondiale contre Daesh comprend maintenant tous les États membres de l'Union européenne et ensemble, nous avons repoussé les terroristes hors d'environ 40% du territoire qu'ils contrôlaient autrefois en Irak et ils ont été repoussés des 20% du territoire qu'ils contrôlaient en Syrie. Nous avons libéré Tikrit, Sinjar, Ramadi, Shadadi et Kobani. Et en Syrie, au cours des 3 semaines à peine, Daesh a perdu quelques 3000 km² et 600 combattants. Et cette pression sera encore plus forte. Nous avons également parlé de la situation en Libye, comme l'a dit Jean-Marc, et je souhaite, de la part des États-Unis et de la part de nous tous, le soutien
totale que nous accordons au Premier ministre al-Sarraj et envers le nouveau gouvernement d'unité nationale. Nous avons enjoint les membres du dialogue politique libyen qui ont réaffirmé leur soutien auprès du Premier ministre et auprès du Conseil présidentiel d'évoluer rapidement et de se rendre à Tripoli. Et nous exhortons toutes les institutions publiques libyennes de faciliter une transition pacifique et ordonnée du pouvoir pour que les nouveaux dirigeants de la Libye puissent commencer à gouverner à partir de la capitale. Nous savons tous que la réconciliation en Libye ne sera pas facile et ce ne sera pas plus facile qu'ailleurs. Mais nous savons également qu'après des décennies de dictature, après des années de troubles, de bouleversements, cela constitue la meilleure option pour les quelques 6 millions d'habitants de la Libye. Daesh a augmenté sa présence en Libye et nous avons décidé que cela ne sera pas permis et que nous répliquerons. Lors de mes discussions d'aujourd'hui et pendant le week-end en Arabie saoudite, nous avons parlé du besoin également de régler le problème au Yémen tout en respectant la souveraineté de ce pays pour mettre fin à la violence et pour également permettre l'approvisionnement de l'aide humanitaire. Et nous saluons la récente cessation des hostilités le long de la frontière saoudi-yéménite et nous avons décidé de travailler avec les Saoudiens, les Émiratis et tous les pays de la région, tous ensemble, afin d'essayer d'assurer davantage de stabilité et de paix dans cette région et au Yémen. C'est pourquoi, encore une fois, je remercie mes collègues pour leur présence aujourd'hui. Je remercie Jean-Marc pour sa très généreuse hospitalité. Je remercie le gouvernement français qui nous a invités ici dans ce moment important à mesure que nous essayons de voir un aboutissement des pourparlers de Genève, à mesure que nous réaffirmons que nous redoublons d'efforts contre Daesh et à mesure que nous continuons d'essayer de repousser ces extrémistes violents qui ont perturbé les vies non seulement des populations de la région, mais des populations du monde entier. Je vous remercie. Question. Of the process, how does the French initiative align with US ideas to relaunch the peace process? And also for Ms. Mogherini, how does this fit into the quartet? And just on a separate issue, sur l'Iran, l'Iran continue à faire des tirs balistiques. Est-ce que selon Paris et Washington, ces tirs sont capables d'emporter des armes nucléaires et donc violeraient la résolution 2231? Et si oui, est-ce que vous êtes prêt au niveau européen d'adopter des sanctions comme les États-Unis a fait début janvier? Merci beaucoup. John, please. Well, with respect to the peace process, we welcome anybody's efforts to try to find a way forward. Obviously, the United States and I personally have been deeply involved in trying to do that over the last few years, and we remain deeply, deeply committed to a two-state solution. It is absolutely essential as the only way forward to find peace between the Palestinians and Israelis. This moment is a difficult one because of the violence that has been taking place, and there are not many people in Israel, in the region itself right now, who have a belief in the possibilities of a process because of those levels of violence. I've been in constant contact with Prime Minister Netanyahu. I was in the region just recently, met with President Abbas, and we are talking about any number of different ways to try to change the situation on the ground in this effort to try to establish some confidence and begin to be able to move forward. So we are listening carefully to the French proposal. We welcome Pierre Vimont when he comes to Washington next week to meet with our special envoy. And we will continue, as always, to work together. There's no way any one entity or one country or one person is going to resolve this. This is going to require the global community. It's going to require tremendous support. Federica Mogherini and I met together with Lavrov, Foreign Minister Lavrov, and the UN as part of the quartet. And we are continuing to work, so we will all join together in what is a common enterprise, finding peace that has been elusive for too many years, and I hear from too many people. Just the other day I was in Saudi Arabia, I met with King Salman,
And the crown princes, the crown prince and deputy crown prince, every one of them affirmed the fact that resolving Israel-Palestine would take an enormous point of contention out of the recruitment and ether and debate and struggle and anger and passion that drives so much of what is happening in the region. If I can add. Moi, je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous avez dit sur l'Iran? Sorry, on Iran, I'll just translate it then. Can you hold the mic close? Yeah, sorry. There have been more ballistic missiles. Do these tests, I mean, this is more a question for Europe, because I think... Oh, the missiles? Yeah, on the missiles. Well, the missiles are a violation of the United Nations Security Council, the missile tests, because they are longer than the distance that is allowed for legitimate testing. And because of that, they represent a potential threat to countries in the region, as well as elsewhere, beyond, because of the potential distance and testing that goes along with it. So we have made it very clear that the missile concerns remain part of sanctionable activities with respect to Iran. And if Iran chooses to violate that, they will invite those additional sanctions as we put them in place just a month ago as a result of the prior tests. Voilà, sur ce point, nous partageons la même approche sur la situation iranienne. Les tirs balistiques, évidemment, que nous condamnons. Et si nécessaire, les sanctions seront prises. Et quant aux accords sur le nucléaire iranien, nous les suivons avec la plus grande attention pour qu'ils soient totalement respectés. Donc, pas de changement de position. Évidemment, la plus grande fermeté, la plus grande clarté. Sur l'initiative française, John Kerry vient de répondre concernant le Proche-Orient. La France souhaite que tous les efforts qui sont déjà faits puissent être associés à cette démarche, et en particulier les travaux du Quartet. C'est une évidence. Nous souhaitons, et d'ailleurs poursuivre, et c'est le sens de la visite de Pierre Vimont à Washington, nos échanges avec les États-Unis pour que l'objectif, c'est-à-dire celui de remettre en mouvement un processus de paix, soit atteint. C'est ça qui nous importe, c'est l'essentiel. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de hiérarchie entre les uns et les autres. Ce que nous voulons, c'est l'efficacité, et c'est redonner un signe d'espoir. To add on the initiative on the Middle East peace process, to confirm that, first of all, this will be an issue that we will discuss with all the 28 foreign ministers of the European Union tomorrow in Brussels at the Foreign Affairs Council, as well as we will discuss other points that we have discussed today, namely Libya. And the French proposals in these last weeks and months are being coordinated with the European Union in the logic of joining efforts with the Quartet in particular to try and create the conditions for the two-states solution to happen at a certain moment and not to disappear from the screen of what is possible in the near future. And to revitalize the peace process that at the moment is stalled. We have worked in these weeks also with Pierre Vimont, that we know well, given his past in the European Union services. And as you know, as a quartet, we have started to work on a report that is going in the same direction. We will obviously coordinate actions and steps so that the objective we share, which is the two states, will be possibly achieved in the future. Monsieur le Ministre, Mr. Secretary, as you both noted, the Syrian Foreign Minister appeared to attempt to disrupt preparations for the peace talks tomorrow. What leverage do the allies present here have over Syria if they decide either to abandon these talks or use the truce as an attempt to consolidate their position or advance their position on the ground? Yes, John. Well, we made an agreement in Vienna twice
and in New York, and again in Munich. And particularly when we announced the effort to create the cessation of hostilities. It was agreed that we, the members of the International Syria Support Group who support the opposition, would assume the responsibility for making sure that the opposition lived up to its obligations. And we delivered a list of all of the groups of the opposition, which is almost all of them, that had joined up to the cessation of hostilities. Russia and Iran accepted responsibility for the forces they control or influence, and that includes Hezbollah, the IRGC, and most importantly, the Assad regime. So President Putin, who is invested in supporting Assad with enormous commitment, and it has made a difference, obviously, in the battlefield, everybody's seen that, should be somewhat concerned about the fact that President Assad is seemingly singing from a completely different song sheet, and that he sent his foreign minister out yesterday to try to act as a spoiler, to take off of the table what President Putin and the Iranians have specifically agreed to. So it is our sense that this is a moment of truth, a moment where all of us have to be responsible to make certain. Now, we're constantly working. I've been on the phone talking to Dr. Riyad Hijab. Just went to Saudi Arabia to meet with King Salman and the Saudi team, and Emirati foreign minister came over, so we all talked and shared thoughts about how do we keep the opposition on, adhering to this. And I talked to the Emir of Qatar yesterday about the same thing. So we're doing our share of work. Everybody here is encouraging people, working to keep a cessation together. But we know for a fact that, I'm not going to go into them, we agreed not to litigate the specifics of a violation publicly, but it is important now for those who support President Assad to make sure that he is living up to this agreement, and therefore, as a result, that they are living up to this agreement too. La France a une position très claire aussi. Il n'y a pas d'issue à cette guerre qui arrive dans sa 6e année, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans processus politique, sans solution politique. Mais il faut être clair, la solution politique, ce n'est pas le retour au statu quo ante. Il faut que les choses changent. Et c'est évident qu'il n'y aura pas de processus politique si l'opposition n'y est pas associée étroitement et en confiance. Donc il faut qu'il y ait des signes qui lui soient donnés. Le cessez-le-feu effectif, les combats continuent contre Daesh et Al-Nosra, ça c'est clair, mais il ne faut pas qu'il y ait des attaques qui portent aussi sur l'opposition modérée, celle qui est représentée par monsieur Riyad Hijab, que nous avons reçu la semaine dernière ici, et qui est courageux, qui a réussi à rassembler les 104 groupes qu'il fédère pour accepter le cessez-le-feu et qui souhaitent venir aux négociations. Et donc nous avons assisté là ces dernières heures à des provocations du ministre des Affaires étrangères syrien, qui est un mauvais signe, mais qui ne correspond pas à l'esprit du cessez-le-feu. Et c'est vrai que nous devons tous les partenaires, les États-Unis, la Russie, l'Union européenne, les pays de la région, tout faire pour faire pression pour que le processus de paix soit sincère et qu'il y ait des avancées réelles, et qu'il ne nous fasse pas oublier les responsabilités du régime dans la mort des 270 000 Syriens et les destructions des villes et la catastrophe humanitaire et la masse de réfugiés qui n'ont pas d'autre choix que de fuir leur pays. Donc il faut une solution politique et il faut la trouver sans tarder. Donc nous avons ce cessez-le-feu, il faut qu'il soit effectif, je l'ai dit, complètement, mais il faut aussi que l'aide humanitaire, et il y a des villes qui devraient en bénéficier, qui ne peuvent pas être approchées aujourd'hui parce que le régime empêche les convois de parvenir, et tout ça qui seront des preuves de bonne volonté. Donc soyons clairs, nous voulons la solution politique, mais en même temps il faut des signes de confiance, et à chaque fois que ce sera nécessaire, nous maintiendrons la pression pour que ces signes soient effectifs. Dernière question.
c'est pour le ministre italien, si c'est possible, sur la Libye. Est-ce que l'Italie va soutenir le projet le travail sur les sanctions et s'il y a la possibilité que ce sera quelque chose qui va accélérer le procès de formation d'un gouvernement d'accord national? Oui, on va discuter des sanctions à niveau européen demain à Bruxelles. L'Italie est entre les pays qui proposent ce processus. Naturellement, c'est un élément d'une stratégie plus générale et aujourd'hui, on a, je crois, pris des bonnes décisions en reconnaissant ce qui a été décidé par le dialogue politique libyen et en souhaitant le fait que l'appui au gouvernement de M. Sarraj se traduit rapidement dans des premiers pas pour établir ce gouvernement à Tripoli. Ça sera une des clés absolument extraordinaires pour commencer un processus de stabilisation de la Libye qui est nécessaire pour contraster le Daesh, contraster le trafic d'êtres humains et avoir un pays plus stable à 300-400 km de distance de l'Europe. Naturellement, demain, je crois que le processus des sanctions va commencer dans la décision qui sera prise du Conseil des affaires étrangères européen. Merci. I tried my French.